Si vous croyez que le silence s'achète, c'est que vous n'avez jamais connu la fureur d'une femme qui a vu un enfant souffrir. La voix de la femme de ménage trancha l'air parfumé du jardin du manoir comme une lame affûtée, tandis que les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, échangeaient des regards perplexes, ignorant tout du cataclysme imminent. Sur l'autel improvisé, Manon, la mariée, se figea, son sourire méticuleusement calculé s'effaçant de son visage comme une fresque sous la pluie, et le millionnaire, Nicolas Lambert, sentit son cœur chuter lourdement dans sa poitrine. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer que cette jeune employée, Sandrine, d'ordinaire si invisible au milieu des lustres en cristal et des arrangements floraux opulents, portait en elle un secret capable de tout anéantir, de tout exposer, et de transformer le mariage de rêve en un cauchemar retransmis en direct. Mais avant ce moment fatidique, il y a une vérité sombre, une histoire que personne n'avait encore osé raconter. Avant de commencer, dites-moi une chose, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il dans votre ville? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, respirez profondément, car aujourd'hui vous allez découvrir comment une petite fille fragile, une fiancée dangereuse et une femme de ménage improbable ont changé le destin d'un millionnaire, et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Dès le début, le manoir des Montaigne, majestueux et écrasant sous le soleil de Provence, semblait posséder un froid qui lui était propre. Un silence glacial suintait des murs de marbre, s'infiltrant dans les longs couloirs où le personnel se déplaçait à pas feutrés, presque sans respirer, attentif aux moindres changements survenus avec l'arrivée de Manon Dubois, la fiancée de Nicolas. Elle arpentait les pièces avec une élégance étudiée, un sourire qui n'atteignait jamais la lueur glaciale de ses yeux, imposant de nouvelles règles, des regards durs et une présence qui semblait raréfier l'air. À ses côtés, sa mère, Monique Dubois, observait tout avec une précision inquiétante, évaluant chaque détail, chaque objet, chaque personne comme les pièces d'un échiquier silencieux. Pendant ce temps, Sandrine, la femme de ménage de 35 ans, était le témoin de ces transformations avec la perception aiguisée de ceux qui vivent dans le silence et voient ce que personne n'ose formuler. Elle remarquait les portes qui se refermaient trop vite, les conversations qui s'interrompaient brusquement à son approche, et cette discipline forcée qui transformait le manoir en un organisme tendu, bien loin de la maison joyeuse qui s'apprêtait à célébrer un mariage. Simultanément, Sandrine sentait que derrière le sourire délicat de Manon se cachait une dissonance, un besoin subtil de contrôle qui grandissait chaque jour, rendant l'atmosphère plus lourde, plus inquiète, plus sombre. Une intuition profonde lui murmurait que le manoir gardait un secret, quelque chose qui respirait, caché sous le vernis des apparences parfaites. Léa, la fille de Nicolas, âgée de 6 ans, se déplaçait dans la maison avec des pas légers et silencieux, les épaules toujours rentrées et les yeux baissés, comme si elle avait appris très tôt qu'être vue était un danger. Sa posture changeait radicalement dès que Manon était présente, elle se recroquevillait derrière les lourds rideaux de velours, se cachait derrière les portes massives, fuyait les conversations et évitait tout contact visuel. Ce comportement poussait Sandrine à observer la fillette avec une inquiétude croissante, d'autant plus que Nicolas, son père, trop absorbé par ses affaires, croyait aveuglément que sa fiancée était une seconde mère parfaite et aimante, se répétant cette phrase comme pour convaincre sa propre conscience. Mais Sandrine, elle, voyait les coulisses, les regards froids que Manon lançait à l'enfant, les gestes impatients, les mots durs prononcés à voix basse, hors de portée de Nicolas. Chaque jour, Léa semblait s'effacer un peu plus, devenant plus fragile, plus isolée. Sandrine la voyait errer comme un petit fantôme dans les recoins du manoir, comme si elle portait une peur qu'elle ne savait pas nommer, une peur si grande qu'elle commençait à fissurer silencieusement la surface impeccable de cette maison, et personne d'autre qu'elle ne semblait remarquer la gravité de cette transformation. La situation s'aggrava lorsque Manon, avec un discours trop bien rodé, suggéra de placer Léa dans un pensionnat, prétendant que ce serait bénéfique pour le développement social de l'enfant. Nicolas, épuisé et faisant une confiance aveugle à sa fiancée, accepta sans la moindre question. Sandrine observa attentivement le visage de Manon pendant qu'elle parlait. Il n'y avait aucune trace d'amour, aucune affection, seulement une anxiété dissimulée qui faisait trembler imperceptiblement le coin de ses yeux. Et Monique, à ses côtés, souriait d'un air qui glaça le sang de Sandrine. Quelques jours plus tard, la fillette fut envoyée au prétendu pensionnat, sans longs adieux, sans larmes, sans même une photo pour marquer l'événement. À partir de cet instant, plus rien n'eut de sens. Manon affirmait que Léa était heureuse, qu'elle appelait tous les jours, qu'elle ne voulait pas rentrer, mais personne ne voyait ni n'entendait la petite. Il n'y avait pas de photo, pas de nom d'école, aucune preuve que cet enfant était bien traité. Et plus Sandrine posait de questions,
plus Manon esquivait le sujet avec une habileté quasi théâtrale, instaurant un climat de silence pesant, comme si tout le personnel participait à un mensonge orchestré que nul n'osait contester. Au fil des semaines, Sandrine remarqua que les autres employés étaient également mal à l'aise. Chacun portait en silence des fragments d'étrangeté qui, une fois assemblés mentalement par Sandrine, formaient une image profondément troublante. La cuisinière jurait avoir entendu Manon hurler au téléphone. Le jardinier disait voir Monique rôder autour de la maison tard dans la nuit, transportant des papiers et des boîtes sans explication. Et l'agent de sécurité affirmait que Manon avait interdit l'accès à certaines zones du manoir. Tout cela créait une atmosphère d'oppression croissante, comme si la demeure était réorganisée de l'intérieur, façonnée selon un plan que personne ne comprenait. Et bien qu'il n'y eût encore aucune preuve concrète, Sandrine sentait que Léa était de plus en plus effacée de la routine de la maison, que son absence était traitée avec une normalité trop forcée, comme s'il était commode que personne ne s'enquière d'elle. Même si elle ne pouvait pas dire exactement ce qui n'allait pas, chaque détail, chaque mouvement, chaque geste faisait grandir son malaise comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Le tournant se produisit lorsque Sandrine surprit Monique Dubois fouillant dans de vieux dossiers de la famille Lambert. Des documents qui n'auraient jamais dû être touchés, conservés dans le bureau dont seul Nicolas possédait la clé. La femme, surprise, referma vivement un classeur, offrant un sourire trop étrange pour être poli. Un sourire qui trahissait la culpabilité, l'appréhension et peut-être même la peur. Elle inventa une excuse vague, disant qu'elle cherchait des informations pour le mariage, mais le tremblement de ses doigts et son regard fuyant racontaient une autre histoire, bien plus profonde et dangereuse. En s'éloignant, Sandrine sentit qu'elle venait d'assister à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste qu'elle ne l'imaginait. À partir de ce jour, son attention redoubla. Elle remarqua que Manon était plus nerveuse, plus rigide, plus impatiente, comme quelqu'un qui craint qu'un secret ne lui échappe. Et sa mère circulait dans le manoir comme une sentinelle silencieuse, s'efforçant de garder chaque élément de leur plan sous un contrôle absolu. À l'approche du mariage, le manoir semblait vibrer d'une tension invisible, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'un événement se produise. Sandrine observait les préparatifs menés avec une obsession absurde, les fleurs vérifiées 10 fois, les chaises alignées au millimètre près, les horaires calculés de manière rigide. Manon allait et venait d'un pas rapide, comme si chaque détail était crucial pour empêcher une tragédie qu'elle seule connaissait, tandis que sa mère surveillait la liste des invités, le personnel et même les allées et venues, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un d'inattendu. Nicolas, fatigué et émotionnellement distant, paraissait de plus en plus inquiet, comme si une voix intérieure tentait d'attirer son attention. Mais il s'efforçait de l'ignorer, noyé sous les engagements et la confiance aveugle qu'il avait placée en sa fiancée. Sandrine, rassemblant chaque fragment d'étrangeté collecté au cours des dernières semaines, sentait que la date du mariage n'était pas seulement une célébration, c'était une échéance, une limite, un point final que Manon devait atteindre avant que quelque chose de terrible ne soit révélé, quelque chose qui se cachait dans l'ombre de cette maison et qui respirait de plus en plus fort. Sandrine commença à percevoir qu'au-delà des changements évidents, il y avait un schéma inquiétant dans la manière dont Manon et sa mère contrôlaient absolument tout. Le manoir était devenu leur échiquier, où chaque employé était observé, déplacé et utilisé uniquement tant qu'il servait leur objectif. Quotidiennement, la femme de ménage remarquait des conversations interrompues à son approche, des notes déchirées dans les poubelles, des appels passés en chuchotant derrière des portes closes et une préoccupation exagérée pour le portail du manoir, comme si Manon attendait l'arrivée de quelqu'un qu'elle ne devait pas voir. Ce qui rendait tout encore plus troublant était le comportement des invités proches qui visitaient la maison. Tous répétaient que Léa était radieuse au pensionnat, sans même avoir parlé à la fillette, ce qui indiquait que Manon servait le même discours à tout le monde, une narration bien rodée. Et plus Sandrine observait ces détails, plus elle comprenait que le manoir n'était pas préparé pour un mariage, mais pour dissimuler quelque chose qui pouvait tout détruire. Quelque chose qui vivait dans l'ombre de chaque regard tendu, de chaque ordre sec, de chaque attitude calculée de la fiancée et de sa mère, qui semblait agir comme un duo habitué à manipuler des destins entiers sans laisser de traces. Nicolas, bien que toujours fatigué et surchargé, commença à montrer des signes d'une profonde inquiétude, surtout le soir. Il entrait dans la chambre de sa fille et s'asseyait au bord du lit vide, serrant le petit ours en peluche couleur miel qui avait toujours été le favori de Léa et qui portait encore le doux parfum de lavande que la petite adorait. Durant ces moments, il restait de longues minutes immobile, le regard perdu vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir Léa entrer en courant dans la chambre en criant « Papa ». Mais cet espoir était toujours écrasé par des doutes qu'il tentait d'enfouir en silence. Manon le trouvait invariablement laid, d'une voix trop douce pour être sincère,
lui disait qu'il devait se détendre, lui faire confiance et accepter que Léa soit heureuse au pensionnat. Mais il y avait dans ses paroles une hâte, un malaise subtil, une dureté cachée qui faisait froncer les sourcils à Nicolas pendant quelques secondes avant qu'il ne respire profondément et n'abandonne la discussion. Sandrine, observant la scène de loin, réalisait que le père était manipulé émotionnellement sans même s'en rendre compte, tandis que l'absence de sa fille était transformée en une routine acceptable par la fiancée, qui ne manifestait jamais une véritable nostalgie, ne demandait jamais après le petit ours, ne parlait jamais de Léa avec une lueur dans les yeux. La situation prit une tournure encore plus étrange lorsque Jean, le chauffeur à la retraite de la famille, aborda discrètement Sandrine, lui demandant de trouver un endroit sûr pour discuter, loin des caméras récemment installées dans le manoir, un fait en soi perturbant, car personne ne savait pourquoi Manon avait tant renforcé la surveillance. Attablé dans un café de village, Jean raconta qu'il avait vu Manon et sa mère entrer dans un ancien corps de ferme désaffecté 2 semaines avant que Léa ne soit prétendument envoyée au pensionnat. C'était un lieu connu pour d'anciennes plaintes et pour avoir été utilisé pour des activités clandestines par le passé. Les 2 femmes étaient nerveuses, parlaient bas et regardaient autour d'elles, comme si elles craignaient d'être vues. Il avoua qu'à l'époque, il avait pensé qu'il s'agissait d'une affaire étrange de la famille de la fiancée, mais tout avait commencé à prendre sens après avoir entendu Sandrine s'interroger sur la disparition complète de Léa. Cette révélation alluma une étincelle dangereuse en elle. Pour la première fois, Sandrine sentit qu'elle tenait un fragment capable de tout relier, quelque chose qui montrait que la disparition de la fillette n'était pas une simple négligence, mais un acte orchestré, planifié, dissimulé avec un soin tel que cela semblait être l'œuvre de quelqu'un d'habitué à manipuler, tromper et dominer le récit pour préserver sa propre survie intacte. Le chaos interne s'intensifia lorsque, pendant le nettoyage nocturne, Sandrine trouva un reçu froissé au fond de la buanderie. Le papier jauni, sentant l'humidité, contenait des informations sur une institution sans nom officiel, sans logo, sans aucune identification, seulement le mot au pensionnat et une adresse partiellement effacée, située dans une zone extrêmement dangereuse et bien trop éloignée de la réalité luxueuse des Lambert. Lorsqu'elle tenta de poser des questions sur ce document le lendemain, Manon réagit avec une irritation si violente que les autres employés baissèrent instinctivement les yeux, comme s'il assistait à une scène interdite. Disant que c'était un vieux déchet sans importance, elle arracha le papier des mains de Sandrine avec brutalité, le froissa à nouveau et le jeta avec une fureur qui ne correspondait pas à quelqu'un qui aurait prétendument inscrit un enfant dans un pensionnat respectable. La façon dont elle évita de croiser le regard de la femme de ménage, combiné au tremblement quasi imperceptible de ses doigts, fit comprendre à Sandrine que ce document n'aurait jamais dû être trouvé, qu'il contenait quelque chose qui compromettait entièrement la façade de perfection que Manon s'efforçait de maintenir à tout prix. L'approche du mariage ne fit qu'intensifier le comportement contrôlant de la fiancée et de sa mère. Elle ne surveillait plus seulement les préparatifs, mais aussi chaque employé, chaque livraison, chaque voiture qui passait dans la rue, comme si elle s'attendait à ce qu'une menace surgisse à tout instant. Manon se mit à vérifier l'interphone personnellement, à demander des rapports sur les appels, à exiger que le portail reste verrouillé en permanence et à arpenter les couloirs avec une nervosité croissante qui contrastait avec l'image de la fiancée heureuse qu'elle affichait sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, sa mère passait des appels mystérieux dans le bureau, chuchotant toujours des noms que Sandrine n'avait jamais entendus, tout en regardant par la fenêtre à plusieurs reprises, comme quelqu'un qui craint d'être découvert. Les employés échangeaient des regards, sentant que quelque chose était sur le point d'exploser, comme si le manoir se transformait en une cocotte minute que Manon tentait désespérément de maintenir fermée avant le grand jour. Et Sandrine, le cœur lourd, percevait que le mariage fonctionnait comme une ligne d'arrivée, une barrière finale qu'elle devait franchir avant qu'un secret ne soit révélé et ne ruine tout. La veille du mariage, alors que le manoir était illuminé et décoré comme un décor de conte de fées, Nicolas retourna dans la chambre vide de sa fille. Il serra le petit oreiller avec des étoiles brodées par la mère de l'enfant et laissa échapper un lourd soupir, comme si sa poitrine était sur le point de s'effondrer en silence, incapable de comprendre pourquoi cette absence semblait plus douloureuse ce soir-là que toutes les autres. Lorsque Manon entra dans la chambre et le trouva perdu dans ses pensées, elle utilisa sa voix douce et manipulatrice pour minimiser sa douleur, affirmant que Léa était heureuse, bien adaptée et se faisait des amis. Mais ses yeux, durcis derrière son masque de douceur, trahissaient de l'impatience, de la peur et, surtout, de la hâte, comme si ce moment de fragilité de sa part était un obstacle qu'elle devait rapidement éliminer. Nicolas tenta de sourire, mais son expression était celle de quelqu'un qui essaie de croire à l'impossible. Et Sandrine, témoin de la scène de loin, comprit que sa conscience commençait à s'éveiller, comme si quelque chose en lui appelait la vérité, une vérité encore cachée, étouffée par des mensonges habilement construits,
sur le point d'émerger lorsque plus personne ne pourrait la retenir. Sandrine se réveilla le jour du mariage avec le sentiment que quelque chose d'énorme allait se produire. L'air semblait plus lourd, et chaque son de la maison résonnait différemment, traînant, tendu, presque comme un avertissement silencieux qui la faisait marcher dans les couloirs le cœur battant, observant chaque détail avec l'urgence de quelqu'un qui sait qu'il marche sur un terrain miné. Tandis que les employés couraient partout, transportant des fleurs, des chaises, des tables et des cartons de décoration, Sandrine remarqua que Manon était agitée d'une manière presque animale, regardant constamment le portail, vérifiant ses messages, serrant son téléphone comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Sa mère, quant à elle, ne la quittait pas, répétant des instructions sèches au personnel, observant tout avec des yeux étroits et une tension quasi agressive, comme si elle était en guerre contre une menace invisible. En traversant le jardin aménagé pour la cérémonie, Sandrine eut l'impression que Manon ne craignait pas quelque chose venant de l'extérieur, mais plutôt quelque chose qui était déjà à l'intérieur du manoir, respirant parmi eux, sur le point d'être exposé sans préavis. Cette perception soudaine et tranchante fit sentir à Sandrine que son rôle dans cette histoire était loin d'être celui d'une simple employée, car la fillette disparue murmurait encore silencieusement à travers les murs de la maison. Nicolas se réveilla avec un mal de tête, l'estomac noué et une lourde sensation d'absence, comme s'il avait rêvé de Léa toute la nuit, entendant sa petite voix l'appeler jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur, confus, essayant de se convaincre que ce n'était que de la nostalgie accumulée. En réalité, c'était sa propre conscience qui tentait de déchirer le voile de déni que Manon avait jeté sur sa vie. En essayant d'ajuster sa cravate, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il se regarda dans le miroir, cherchant une raison à ce malaise, mais ne vit qu'un homme fatigué, aux cernes profonds, essayant de vivre un moment qui aurait dû être heureux mais qui semblait de plus en plus suffocant. Manon entra dans la chambre, impeccable, radieuse, mais avec une lueur étrange dans les yeux, un mélange de peur et d'irritation, disant que tout était prêt et qu'il devait garder sa contenance pour accueillir les invités. Mais Nicolas remarqua que sa voix était plus aiguë que d'habitude. Il tenta de poser une nouvelle question sur Léa, sentant sa poitrine se serrer en prononçant le nom de sa fille, mais Manon l'ignora simplement, détournant le regard et changeant de sujet avec précipitation, comme si chaque mention de l'enfant représentait une menace directe pour le mariage. Cette attitude raviva une petite flamme de doute chez Nicolas, quelque chose qui commençait enfin à fissurer la muraille émotionnelle qu'il avait érigée pour éviter de voir la vérité. Pendant ce temps, les invités commencèrent à arriver dans des voitures de luxe qui emplissaient l'entrée du manoir de Flash, de parfums coûteux et de commentaires enthousiastes sur le mariage de l'année, complètement inconscients de la tension qui vibrait dans l'air comme un fil électrique sur le point de rompre. Sandrine observait chaque visage, chaque sourire, chaque salutation calculée, essayant de comprendre qui était là par amour et qui était là par intérêt. Mais au fond, elle savait que ce mariage était une manœuvre stratégique des Dubois. Manon saluait les invités avec une gentillesse exagérée, mais ses yeux parcouraient le jardin de manière frénétique, comme si elle craignait que quelqu'un n'apparaisse à l'improviste, quelqu'un qui pourrait détruire le théâtre qu'elle avait si soigneusement monté. Et sa mère, tenant une coupe de champagne avec trop de fermeté, observait tout avec une posture de général, murmurant des instructions aux agents de sécurité, leur demandant de vérifier à nouveau le portail et répétant « Aujourd'hui, il ne peut y avoir aucune erreur ». Une phrase que Sandrine entendit de loin et qui lui glaça le sang. Alors qu'elle arrangeait discrètement les dernières choses sur la table de dessert, la femme de ménage vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Manon et sa mère se disputaient au loin, avec des gestes brusques et des expressions tendues, comme si quelque chose échappait à leur contrôle bien avant l'heure de la cérémonie officielle. Les musiciens prenaient place dans le jardin décoré de fleurs blanches et de bougies délicates, mais Sandrine remarqua qu'eux aussi commençaient à échanger des regards inquiets lorsque Manon passa en coulisses, ordonnant de tout réarranger pour la 10e fois, changeant les positions, modifiant les angles, replaçant des arrangements déjà parfaits, manifestant une anxiété si viscérale que personne ne pouvait l'ignorer. Sa mère marchait rapidement entre les chaises, chuchotant des ordres, demandant de vérifier les caméras, de fermer les fenêtres du salon principal, de contrôler la porte latérale du manoir. Cela fit comprendre à Sandrine qu'elle ne cherchait pas à protéger le mariage, mais à empêcher que quelque chose ou quelqu'un n'échappe à leur contrôle. Et tandis que le soleil illuminait le jardin d'une lumière dorée de fin d'après-midi, Sandrine sentit son cœur s'accélérer, car tout semblait converger vers un point critique, comme si l'univers lui-même était sur le point de révéler quelque chose que personne n'aurait le courage de dire à voix haute. C'est alors qu'elle remarqua qu'une des portes latérales du manoir, celle qui restait toujours verrouillée, était déverrouillée pour la première fois depuis des semaines, comme si quelqu'un était sorti ou s'apprêtait à entrer par là sans être vu. Et ce détail, si petit et si immense à la fois, fit sentir à Sandrine que cette journée ne se terminerait pas par des applaudissements,
mais par des cris. Nicolas sortit enfin de sa chambre pour accueillir les témoins, mais son expression était distante, perdue dans ses pensées, comme si quelque chose le tirait hors de cette scène qui se voulait joyeuse. Sandrine le vit s'arrêter dans le couloir, observant la porte de la chambre de Léa pendant de longues secondes, avec un regard si brisé qu'il semblait contenir des années de culpabilité refoulées. Il toucha la poignée du bout des doigts, respira profondément, comme s'il était sur le point de l'ouvrir, mais Manon appela son nom du haut de l'escalier, interrompant ce moment fragile et le ramenant à son rôle de marié parfait. Quand il descendit, Sandrine perçut que Nicolas luttait intérieurement contre une vérité qui tentait d'émerger, mais Manon, avec sa présence dominatrice, parvenait à le réduire au silence encore et encore, manipulant sa fatigue émotionnelle. En marchant vers l'autel dressé dans le jardin, Nicolas ne souriait pas, ne saluait personne avec un véritable enthousiasme. Il semblait déplacé dans sa propre vie, comme s'il suivait un scénario que quelqu'un avait écrit pour lui sans sa permission. C'est à cet instant que Sandrine se promit qu'elle ne permettrait pas que ce mariage soit scellé sur la disparition inexpliquée de la fillette. Car le silence de Léa résonnait si fort en elle qu'il semblait appeler à l'aide à travers les murs de la maison. Lorsque la cérémonie commença enfin, les mélodies douces emplirent le jardin d'une fausse atmosphère de tranquillité. Derrière chaque note se cachait une tension palpable que les invités ne pouvaient identifier mais qu'ils ressentaient, comme si l'air était trop lourd, comme si quelque chose était sur le point d'envahir cette scène d'amour fabriquée. Manon avançait lentement dans l'allée, radieuse dans sa robe blanche, mais Sandrine remarqua que chacun de ses pas semblait plus rapide que la normale, comme si elle avait peur d'être interrompue, comme si elle voulait arriver au bout avant que le monde ne s'effondre sur sa tête. Et lorsque la mariée arriva près de l'autel, Sandrine vit sa mère se positionner stratégiquement près de la porte latérale, regardant fixement le couloir sombre derrière le manoir, avec une expression de pure terreur déguisée, comme quelqu'un qui sait qu'une ombre du passé est sur le point de traverser le jardin à tout moment. Nicolas tenta de sourire aux invités, mais ses yeux étaient humides, sa respiration saccadée et ses mains tremblantes, comme si un instinct plus profond essayait de l'avertir que ce mariage était la pire décision de sa vie. Et puis, à la seconde exacte où le célébrant ouvrit le livre pour commencer les vœux, Sandrine entendit un bruit sec provenant de la porte latérale. Un claquement, un grincement, un avertissement qui figea tout son corps, car elle savait au plus profond de son âme que ce qui était caché était sur le point d'apparaître. Le son provenant de la porte latérale fit frémir tout le jardin. Un claquement si sec et si déplacé dans l'atmosphère élégante du mariage que même les invités les plus distraits levèrent les yeux, comme si la musique avait perdu son rythme pendant une seconde, permettant à la vérité de commencer à s'infiltrer par les bords de la cérémonie. Manon se figea un instant, mais tenta rapidement de dissimuler son trouble, serrant son bouquet avec une telle force que ses ongles faillirent percer les fleurs. Sa mère avança de 2 pas, se positionnant de manière protectrice, comme pour bloquer la vue de tout ce qui pourrait venir de cette direction. Sandrine, cependant, sentit son estomac se nouer, car quelque chose en elle lui disait que ce son n'était pas accidentel. C'était le début de l'effondrement, le premier signe que le secret si soigneusement gardé trouvait enfin une fissure pour s'échapper. Les musiciens échangèrent des regards confus, et même Nicolas, qui semblait jusqu'alors immergé dans son tourbillon émotionnel, tourna le visage vers la porte avec une expression troublée, comme si un instinct paternel lui hurlait de regarder, de voir, de comprendre. Et tandis que le célébrant tentait de reprendre le contrôle, demandant à tous de se calmer, Sandrine fit un pas en arrière, avec le sentiment croissant qu'elle n'assistait plus seulement à un mariage, mais au moment exact où une farce gigantesque commencerait à s'effondrer sous les yeux de tous. La porte latérale s'ouvrit dans un arc lent et presque douloureux, comme si le bois luttait contre la révélation qu'il avait gardée si longtemps. Et lorsque le couloir sombre commença à s'éclairer de la lumière du jardin, un silence absolu s'empara de la cérémonie, si profond que même le vent n'osa bouger. Manon porta la main à sa bouche, complètement blême, et sa mère laissa échapper un murmure si bas que seule Sandrine l'entendit, « Pas maintenant, non ». Des mots qui portaient plus de culpabilité que n'importe quel aveu. Nicolas se pencha en avant, le cœur battant dans sa gorge, car quelque chose dans cette obscurité semblait l'appeler par son nom, réveillant un instinct si primitif et si paternel qu'il sentit ses jambes flageoler. Sandrine serra les poings, car la petite silhouette qui commençait à se former dans le couloir avait une familiarité qui lui coupa le souffle. Elle était légère, fragile, trop lente, comme quelqu'un qui n'a pas vu la lumière du jour depuis longtemps. Et lorsque la fillette fit son premier pas vers la clarté, sans encore montrer son visage, sans lever la tête, le jardin entier entra en état de choc, comme si la réalité venait de se briser en deux sous les yeux des invités. Monique Dubois tenta de courir vers la porte, mais ses talons se prirent dans le tapis et elle trébucha, tombant à genoux.
Son visage se transforma en un portrait de pure terreur, non pas par peur de l'enfant, mais par peur de ce que cette apparition signifiait pour leur destin. Manon, désespérée, se mit à secouer la tête à plusieurs reprises, murmurant un non, non, non aussi terrifiée que plusieurs demoiselles d'honneur reculèrent, sentant le poids de la panique contagieuse qui émanait d'elle. Nicolas fit 2 pas hésitants en avant, les yeux pleins de larmes, car il reconnaissait cette taille, cette façon de marcher, cette fragilité, cette présence qui n'aurait jamais dû disparaître si brusquement de sa vie. Sandrine ne pouvait détacher ses yeux de la fillette, car même sans voir son visage, son état physique était perceptible. Des épaules maigres, des bras fins, des jambes chancelantes, la robe rouge sale et froissée flottant comme un drapeau de détresse. Et à chaque pas de l'enfant, le jardin semblait rétrécir, rapprochant tout le monde d'une vérité si dévastatrice que même le ciel, auparavant si clair, commençait à paraître plus sombre. Le murmure qui s'était répandu parmi les invités se transforma en un choc collectif lorsque la fillette leva le visage pour la première fois, révélant des yeux profonds, ombrés de cernes trop sombres pour un enfant, des joues creuses, la peau marquée de taches et une expression de peur que seul quelqu'un de très petit et de très blessé pouvait porter. Manon poussa un cri qui fit frémir tout le monde, comme si elle essayait d'empêcher le monde de voir ce qu'elle avait tant lutté pour cacher. Mais sa mère lui attrapa brutalement le bras, tentant de la maintenir à l'écart, craignant le regard accusateur qui commençait à incendier le jardin. Nicolas se couvrit la bouche avec la main, laissant échapper un sanglot bruyant, presque animal, reconnaissant instantanément cet enfant comme sa fille. La fille qu'il croyait en sécurité et étudiant dans un lointain pensionnat, la fille qu'il imaginait souriant alors qu'en réalité, elle survivait à l'impossible. Et Sandrine, les yeux embués, comprit que ce moment n'était pas seulement une révélation, c'était un appel au secours tardif, un retour tragique, un cri silencieux qui trouvait enfin des témoins. Le vent souffla fort, soulevant les pétales blancs de l'allée, comme si même la nature réagissait à la souffrance de l'enfant. La scène entière explosa émotionnellement lorsque la fillette balbutia un seul mot d'une voix faible, rauque, presque inaudible, « Papa ». Et ce petit son, si fragile et si plein de vérité, brisa toute barrière qui maintenait encore Nicolas debout. Il courut vers elle sans réfléchir, sans respirer, sans regarder personne, ignorant les cris, ignorant le célébrant, ignorant son propre mariage, car son amour de père s'était enfin libéré de l'anesthésique émotionnelle que Manon l'avait forcé à avaler. Manon tenta de le retenir, s'agrippant à son bras avec un désespoir absolu, mais il la repoussa avec plus de force qu'il ne l'avait prévu, faisant trébucher la mariée en arrière tandis qu'elle criait quelque chose d'inintelligible, complètement hors d'elle. Monique Dubois courut pour empêcher l'approche de l'enfant, mais les invités la retinrent, certains indignés, d'autres révoltés, tous comprenant que quelque chose de terrible se cachait derrière cette apparition. Sandrine tomba à genoux, pleurant silencieusement, car la vérité était enfin devant tous, et Léa, maigre, fragile, blessée, était la preuve vivante de tout ce qu'elle craignait. Et tandis que Nicolas serrait sa fille de tout son corps, comme pour recoller les morceaux brisés d'une âme trop petite pour tant de douleur, le jardin entier comprit que ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu et que la révélation ne faisait que commencer. L'étreinte entre Nicolas et Léa sembla suspendre le temps, comme si le monde entier s'était arrêté pour assister à ces retrouvailles qui n'auraient jamais dû être interrompues. Et tandis que le père serrait la fillette contre sa poitrine avec un désespoir qui déchirait l'âme de quiconque regardait, Manon commença à reculer lentement, comme si la gravité elle-même s'était retournée contre elle, pesant sur ses épaules chaque mensonge raconté, chaque manipulation construite, chaque faux sourire utilisé pour cacher la réalité. Sa mère, réalisant que la situation échappait à tout contrôle, tenta de l'entraîner au loin, mais ses jambes semblaient faites de plomb, incapables de porter le poids de la culpabilité qui émergeait enfin des ombres du manoir. Et les invités, trop choqués pour bouger, observaient chaque détail avec des yeux grands ouverts, fixés sur la vérité nue. Sandrine se releva avec difficulté, sentant ses jambes trembler, mais elle savait qu'elle devait agir, car il y avait encore des parties de cette histoire que personne ne connaissait, des parties qui compléteraient le sombre puzzle des Dubois. En marchant lentement vers l'hôtel improvisé, elle remarqua que le regard des présents changeait. Il cessait de voir une simple femme de ménage pour voir quelqu'un qui en savait plus qu'elle n'aurait dû. Quelqu'un qui était sur le point de révéler des secrets capables de détruire des réputations entières. Le vent soufflait fort, soulevant pétales et mèches de cheveux, comme si la nature ouvrait la voie à la manifestation de la vérité. Monique Dubois, maintenant complètement désespérée, tenta d'éloigner sa fille du centre de l'attention, répétant en murmures agressifs qu'il était encore possible de contrôler le récit, de retourner la situation. Mais Manon avait déjà perdu toute trace de santé mentale, murmurant des mots incohérents, montrant la fillette du doigt avec des mains tremblantes,
comme pour se convaincre que Léa n'était pas réelle, que ce retour était impossible. Les invités commencèrent à murmurer des phrases pleines d'indignation, certains se levant pour mieux comprendre, d'autres filmant la scène avec des téléphones tremblants, car ce moment avait dépassé toute limite de l'acceptable, révélant une cruauté que personne n'imaginait cachée derrière des robes coûteuses et des sourires parfaits. Nicolas, toujours agenouillé et tenant sa fille, leva lentement le visage, les larmes coulant sans contrôle, et son regard croisa celui de Manon, transmettant une douleur si profonde et une fureur si silencieuse qu'elles arrachèrent un gémissement étouffé à la mariée. Elle fit un pas en arrière, trébuchant sur l'ourlet de sa robe, tout en essayant de dire quelque chose pour justifier l'injustifiable, mais sa voix se brisa à plusieurs reprises, se rompant dans l'air comme du verre brisé. Et Sandrine, observant tout, savait que c'était le moment où la vérité devait commencer à émerger, car ce qui allait suivre serait encore plus dévastateur. Alors, au milieu du silence pesant qui s'était abattu sur le jardin, Léa ouvrit lentement les yeux et regarda Sandrine, comme si elle reconnaissait en elle la seule personne qui avait vu sa douleur avant qu'elle ne soit révélée au monde. La femme de ménage sentit sa poitrine se comprimer d'une manière presque insupportable, car ce regard portait des mois de souffrance, d'abandon et de peur. Elle s'approcha, s'agenouillant à côté de Nicolas, et toucha légèrement la main de la fillette, disant d'une voix brisée qu'elle était là, que tout allait bien, qu'elle n'était plus seule. Manon cria quelque chose comme « Faites sortir cette femme d'ici ». Mais personne ne bougea pour obéir à son ordre, car à cet instant, toute l'attention était portée sur l'enfant affaibli, qui luttait pour garder les yeux ouverts. La façon dont Léa serra les doigts de Sandrine, même si faiblement, arracha des larmes à plusieurs invités qui comprenaient enfin que cette fillette n'était pas dans un pensionnat. Elle survivait à quelque chose de bien pire, quelque chose d'évident par sa maigreur extrême, les marques sombres sur ses jambes, la manière dont elle tremblait en respirant. Pendant ce temps, Monique Dubois tentait d'entraîner sa fille au loin, mais Manon se débattait en pure panique, disant que ce ne pouvait pas être maintenant, qu'elle n'était pas prête, révélant sans le vouloir qu'elle avait toujours su que ce moment arriverait. Sandrine comprit que, derrière tout cela, il y avait encore des pièces manquantes et qu'il était temps de commencer à les révéler. Nicolas, la voix presque inaudible, demanda à sa fille où elle était. Léa tenta de répondre, mais son corps affaibli ne permit pas aux mots de sortir clairement. Sandrine posa la main sur l'épaule de Nicolas et dit qu'il y avait plus, beaucoup plus, et qu'il devait avoir la force d'écouter, car la vérité qui était sur le point d'émerger ne concernait pas seulement la négligence, mais un réseau de décisions froides et calculées prises par Manon et sa mère. Les invités commencèrent à se rapprocher les uns des autres, murmurant des phrases d'effroi, réalisant que l'histoire était encore plus profonde et sombre qu'ils ne l'imaginaient. Manon, complètement hors d'elle, cria à tout le monde d'ignorer Sandrine, disant qu'elle inventait tout, mais sa voix ne portait aucune crédibilité. C'était le cri désespéré de quelqu'un qui voyait son masque s'effondrer devant son témoin. Et quand sa mère tenta de s'approcher pour intervenir, Sandrine leva la main, demandant à tous de se taire, car c'était le seul moyen pour Léa de dire quelque chose. Le jardin entier se tut, même les feuilles semblaient s'arrêter dans les airs. Et puis la fillette murmura de la voix la plus fragile qui soit, « Elle m'a laissé là-bas ». Ces quelques mots suffirent à déclencher des cris d'indignation, comme si chaque syllabe portait la douleur accumulée de plusieurs mois. Et Manon, en les entendant, s'effondra complètement, le visage entre les mains. C'est à ce moment que Sandrine comprit qu'il n'y avait plus moyen de protéger qui que ce soit de cette vérité. L'histoire devait être racontée, et seule elle possédait l'ensemble des informations nécessaires pour que tout ait enfin un sens. Elle prit une profonde inspiration, se leva lentement et se tourna vers les invités, vers Nicolas, vers la caméra d'un vidéaste engagé pour filmer le mariage et qui filmait maintenant la vérité la plus dévastatrice de l'élite. D'une voix ferme, malgré les larmes, elle dit que des semaines auparavant, elle avait trouvé des documents cachés, été témoin de comportements suspects, entendu des conversations à moitié coupées, et que tout indiquait que Léa n'avait jamais été dans un pensionnat, mais dans un lieu clandestin où les enfants étaient traités comme un fardeau indésirable. Les invités portèrent les mains à leur visage, choqués, tandis que Manon tentait d'avancer sur Sandrine, mais furent tenus par deux témoins indignés qui lui dirent de rester loin de l'enfant. Et Monique Dubois, réalisant qu'elle était sur le point d'être exposée, commença à chercher désespérément une sortie, regardant autour d'elle comme un animal piégé. Mais il était trop tard. Sandrine allait parler. Nicolas allait écouter. Léa avait été retrouvée. Et la vérité était sur le point d'exploser de manière irrémédiable. Et lorsque Sandrine ouvrit la bouche pour révéler le premier fragment de la vérité, tous dans le jardin sentirent que le pire, l'absolument inimaginable, était encore à venir.
Quand Sandrine commença enfin à tout révéler, le jardin entier se transforma en une scène de silence absolu, comme si même le vent s'était arrêté pour écouter chaque mot qui sortait de sa bouche. Chaque phrase qu'elle prononçait semblait remuer une plaie ouverte dans l'âme de ceux qui regardaient. Elle raconta avoir trouvé des reçus cachés, des documents déchirés et même un vieil agenda de Monique Dubois, où figuraient des notes sur des dépenses de maintenance externe, des visites à des lieux suspects et une liste d'enfants identifiés uniquement par des numéros, ce qui arracha des cris étouffés à plusieurs invités. Elle révéla également que Jean, le chauffeur à la retraite, les avait vus entrer dans l'ancien corps de ferme désaffecté où Léa était détenue, des semaines avant sa disparition, et que Manon avait rencontré les administrateurs du lieu, offrant de l'argent pour faire disparaître une enfant à problème. Ces mots tombèrent comme des briques sur la tête de tout le monde, faisant tomber le livre des mains du célébrant, tandis que plusieurs demoiselles d'honneur se couvraient le visage. Nicolas tremblait tellement qu'il semblait sur le point de s'évanouir, mais il ne quittait pas sa fille des yeux, car comprendre la vérité était maintenant plus douloureux que n'importe quelle blessure physique. Et Manon, entendant tout, rugit de désespoir, essayant de crier que c'était un mensonge, mais sa propre mère, le visage ravagé par la panique, laissa finalement échapper un sanglot qui confirma tout sans avoir besoin de dire un seul mot. Sandrine, les larmes coulant sur ses joues, ajouta « Léa n'a jamais été un problème. » Le problème, c'était leur plan. L'aveu silencieux de Monique Dubois enflamma le jardin. Les invités se retournèrent contre elle comme une vague d'indignation vivante, la montrant du doigt, criant, exigeant des explications, tandis que Manon tentait de fuir le contact des gens qui la voyaient maintenant comme une créature monstrueuse et non plus comme la fiancée parfaite qu'elle affichait sur les réseaux sociaux. Nicolas se remit enfin debout, tenant toujours Léa dans ses bras, et fit quelques pas vers son ex-fiancée, les yeux pleins de larmes et la respiration saccadée. Chaque pas semblait porter le poids de tous les mois de la vie de sa fille qu'il avait perdue. Lorsqu'il s'arrêta devant Manon, elle tenta de toucher son bras en murmurant qu'elle avait fait tout cela pour leur bien, mais Nicolas repoussa sa main avec une telle répulsion qu'elle tomba à genoux, implorant de manière incohérente, comme quelqu'un qui a complètement perdu le sens de la réalité. Sa mère tenta de la défendre, disant que Nicolas était ingrat, qu'il ne comprenait pas leur sacrifice, mais ces mots provoquèrent une réaction violente des invités qui commencèrent à l'encercler avec des expressions de pure horreur morale. C'est à cet instant que Léa, même faible, leva le visage et murmura « Elle m'a laissé là-bas, toute seule. » Et le jardin entier réagit comme s'il venait de recevoir un coup de poing à l'estomac. Manon poussa un cri aigu, mais maintenant, plus personne ne l'écoutait. Les masques étaient brisés, les plans détruits et toute la vérité exposée, irréversible comme la lumière du soleil. La police, qui avait été discrètement appelée par l'un des témoins pendant le chaos, arriva quelques minutes plus tard, entrant par le portail principal, sirènes éteintes mais avec le sérieux de ceux qui savaient déjà qu'ils allaient faire face à quelque chose de très grave. Lorsque les agents s'approchèrent de la cérémonie, Manon fut prise d'une panique absolue, tentant de courir à l'intérieur du manoir, comme si elle croyait encore pouvoir se cacher entre les murs où tant de mensonges avaient été construits. Mais elle fut immédiatement maîtrisée par deux policiers qui la retinrent par les bras tandis qu'elle criait des phrases incohérentes sur le fait d'être la fiancée parfaite, la seule capable de prendre soin de cette famille, prouvant à chaque mot perdu que sa santé mentale avait déjà cédé. Sa mère tenta d'empêcher l'intervention, affirmant que tout n'était qu'un malentendu, mais les documents entre les mains de Sandrine parlaient plus fort que n'importe quelle excuse, et les policiers l'interpellèrent également, la plaçant à côté de sa fille pour un premier interrogatoire. Sous le regard des invités choqués, qui filmaient, pleuraient ou s'étreignaient comme pour chercher du réconfort, Nicolas, protégeant Léa de tout son corps, s'éloignait lentement de la scène, s'éloignant de la douleur de la vérité et se dirigeant vers le premier semblant de paix qu'il avait connu depuis des mois. Sandrine le suivait, gardienne silencieuse de ces retrouvailles qu'elle avait rendues possibles. Lorsque les voitures de police partirent, emmenant Manon et sa mère, et que le jardin commença à se vider lentement, Nicolas s'agenouilla avec Léa dans ses bras, à l'ombre d'un arbre en fleurs, pleurant de soulagement, de culpabilité, de douleur et d'amour à la fois. La fillette, même faible, serrait son cou de toutes ses forces, comme si ce simple geste était la seule chose capable de la retenir au monde. Sandrine resta debout à côté d'eux, les yeux humides, car elle savait que ce jour n'avait pas seulement été la fin d'un mariage, il avait été la renaissance d'une famille entière presque détruite par les mains de deux femmes mues par une ambition aveugle. Et quand Nicolas leva les yeux vers la femme de ménage, ils échangèrent un silence lourd de sens. Pour la première fois, il comprenait que si Léa était en vie, c'était grâce à elle, cette femme apparemment simple qui avait vu ce que personne n'avait voulu voir et qui avait eu le courage d'agir quand tous les autres avaient préféré ignorer. Le soleil commença à se coucher,
illuminant la scène d'une lueur dorée qui semblait renouveler l'air lourd qui pesait sur le manoir. Et Léa, d'une voix faible mais ferme, murmura « Je veux rentrer à la maison ». Nicolas sourit à travers ses larmes, embrassant le front de sa fille, et dit qu'il ne la laisserait plus jamais seule. Sandrine, respirant profondément, réalisa que les histoires les plus incroyables de la vie ne se produisent pas dans les feuilletons télévisés, mais là où personne ne s'y attend, et que ce jour-là, la vérité avait enfin triomphé. Et maintenant, je veux savoir ce que vous auriez fait à la place de Sandrine. Auriez-vous eu le courage d'affronter tout cela? Commentez ci-dessous, je lis chaque commentaire. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne, car cela m'aide à continuer à vous proposer des histoires fortes, émouvantes et pleines de rebondissements comme celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois la vérité se cache précisément là où personne ne veut regarder.